promesse due, promesse faite. Nous avons proposé de vous faire un retour sur l'émission qu'on avait fait le dimanche dernier. Ça a été notre satisfaction parce que on est encore sur ce qu'on vous avait promis, l'architecture pour tous. Et le remake aujourd'hui, c'est encore les mêmes invités qu'on a sur le plateau. Et je vais rester bref dans cette affaire, mais parce que j'ai ma conseillère qui est là, mon binôme, qui va quand même présenter nos invités qu'on avait déjà présentés par moi-même. Aujourd'hui, je laisserai le plaisir à Aïda de présenter nos invités. Bonjour. Présenter, oui, c'est une suite par rapport à l'émission qui avait été faite dimanche dernier, toujours dans le souci d'éclairer un peu plus, d'échanger un peu plus avec la population, avec les gens. Donc nous avons une deuxième partie. Alors nous avons, comme la semaine dernière, notre poète Amadou Lamine Sall. Nous avons notre, je dirais pas notre grand frère architecte, Monsieur Thierry Melot. Et nous avons le président de l'Ordre des architectes, Monsieur Massamba Lamsar Diop. Merci Aïda. En fait, pour représenter Amadou Lamine Sall, qui est un poète connu du Sénégal, qui a été, comme j'avais dit, le fils de Senghor, qui a rencontré Senghor à l'âge de 20 ans. Et aujourd'hui, il nous ramène ses beaux écrits. Il nous offre ses livres qui parsèment ici la table. Et avec un grand plaisir, nous nous remercions. Amadou Lamine Sall, on t'offre la parole. Merci. Yenakomom. Merci de la suite de l'invitation. Vous ne m'avez pas précisé de quoi je devrais parler, mais bon, vous avez plutôt parlé du don que je vous ai fait de mes livres, mais c'est un partage. Ce n'est pas un don, mais c'est un partage que vous partagerez avec d'autres, et avec d'autres, et avec d'autres. L'écriture est fondamentale. Senghor a laissé à ce pays quelque chose de tellement beau et de tellement durable. Et je crois qu'il aura été et qu'il sera le seul président de la République, mais du Sénégal, mais qui survivra au siècle et au siècle à venir. Je le pense sincèrement, sans dire que les autres n'ont pas de mérite. Mais c'est tellement différent et c'est la chance du Sénégal. D'ailleurs, c'est grâce à lui que vous avez aujourd'hui cette émission, enfin, que vous parlez aujourd'hui d'architecture. Vous aurez pu parler d'agriculture ou de pêche, mais vous parlez d'architecture. Mais ce qui est rare, dans nombre de pays, on le lui doit. Voilà ce que je Pour ne pas te couper, je dirais qu'aujourd'hui, l'invitation, c'est la suite de la fin de la dernière émission. Vous avez parlé du mémorial de Gorée. On va détailler bientôt sur ça. Et moi, si je peux me permettre d'intervenir auprès d'Amadou Lamine Sall, que je respecte et que j'admire, parce que si nous sommes là ensemble, ce n'est pas par hasard. Les poètes, les écrivains et les architectes ont en commun d'être les maîtres d'un langage. Vous possédez un langage et l'architecture en est un autre. Mais ce sont toujours le même langage, c'est-à-dire un système de signes. Et ce système de signes que vous maîtrisez, que Senghor maîtrisait à merveille et vous a transmis, il a voulu que nous tâchions, que nous puissions, nous sachions capables, dans les années 70, d'en créer un dans le monde de l'architecture. C'est le travail auquel je me suis consacré pendant plus d'une décennie au Sénégal et dont nous pourrions parler. Donc nous avons en commun ce langage. C'est ce qui fait notre lien ensemble et j'aimerais que cette capacité langagière
soit au cœur de notre débat, afin que les Sénégalais comprennent ce que c'est que le langage architectural et pourquoi il est riche. Au Sénégal, nous avons une qualité formidable qui est le sens de la splendeur. On le trouve dans le langage, on le trouve dans le rythme, on le trouve dans la musique, on le trouve dans le vêtement, on doit le trouver dans l'architecture. Et un certain nombre de traces ont été laissées qu'il faudrait aujourd'hui faire revivre et renaître malgré les difficultés. Et Thierry, j'en vous remercie très bien parce que en plus d'être architecte, il a l'écriture. L'architecte, c'est l'oral. Et lui, il a l'oralité en architecture parce que l'architecture, vous pouvez présenter un projet bien dessiné, un projet conceptuellement bien fait, mais il y a le discours qui suit derrière. Et je pense que lui, il a cet atout-là de combiner les trois, c'est-à-dire l'écriture, le parler et puis le conceptuel. Je pense que je vous remets la parole. Oui, je voudrais intervenir. Effectivement, on a parlé, Malik, tu as parlé des livres, c'est-à-dire au-delà du fait, mais Thierry l'a développé un peu, au-delà du fait d'être les fils de Senghor. Il y a eu effectivement des actes qui ont été posés par rapport à Amadou Lamine Sall. C'est tout ce qu'il a fait depuis sa rencontre avec Senghor, qui lui sont propres, qui sont son écriture, ce qu'il a fait. Et je crois que ce serait intéressant aussi juste d'en parler avant d'avancer sur le mémorial. Parce que quand on reste simplement à l'état, ils ont rencontré Senghor, ils avaient 26 ans et 20 ans, mais depuis 30 années, ils se sont épanouis, ils ont fait des choses qui aujourd'hui sont des références. Voilà, je voulais qu'on reprécise. Je vais passer à Massamba. J'aimerais un peu parler de Massamba. Massamba, je connaissais depuis très longtemps. On a été ensemble, on a parcouru ensemble, on a fait même des projets ensemble. Mais j'ai découvert d'autres choses chez lui depuis qu'il est président de l'ordre. C'est-à-dire qu'il a une générosité qui a amené tout ça. Aujourd'hui, vous allez voir, si vous avez l'occasion d'acheter le quotidien Soleil, il y a un article qui parle du Bakou. Mais c'est grâce à Massamba. Massamba a une vision, je pense, hors du Sénégal. Il projette même de faire un sommet de l'architecture, bientôt au mois de mai. Mais je pense qu'il faut le féliciter. Et il a l'audace. Et une personne avec l'audace, il faut l'encourager. Et c'est un architecte qui a pratiqué, qui a déjà réalisé, que nous avons vu. Mais j'aimerais quand même qu'on comprenne aujourd'hui, en tant que président de l'ordre, il a changé les choses. Il faut le dire clairement. Avant, on était tous désunis, malgré qu'on a notre ordre. Mais lui, il est venu avec l'esprit. Et ça, il a suscité parce qu'il a su dire à Malik, mettons en place Akudak. Et aujourd'hui, Akudak a même tout ça, mais ça aussi, c'est grâce à lui. Il est là depuis peut-être 12 mois. Mais je pense que s'il fait peut-être 10 ans ici, les choses vont complètement changer. Et Massamba, vous avez la parole. Merci Malik. Merci Malik. Ce que je remarque, c'est que je vois aujourd'hui, je me dis, on réveille Senghor encore. On réveille Senghor et à chaque fois qu'on parle de Senghor, je me rends compte que les férus d'art, les férus d'architecture rappellent ces beaux moments qu'on a eu à passer et qu'on continuera à passer bien sûr. Merci à vous tous parce que je vois que vraiment cette émission est en train de prendre aujourd'hui une dimension beaucoup plus importante. Et tout un chacun y apporte sa pierre. Il y a un facteur important. L'art et l'architecture, c'est un sentiment qui se réunissent. Et c'est la chose que l'individu a. C'est sa créativité, son sentiment, il est avec, et chacun arrive avec ces facteurs qu'il arrive à vraiment extérioriser. C'est ce qui nous donne ce type de résultat qu'on a aujourd'hui.
pour cette émission particulièrement, puisque Malick, tu voulais parler de thèmes assez différents quand même, il est important qu'on s'arrête sur certaines questions. Et je pense bien que tu vas le faire. C'est comment aussi changer l'image de cette ville qui a connu quand même un coup de griffe assez important, et quelles sont les perspectives qu'on a. Je ne te coupe pas parce que tu de ne pas nous décourager, qu'il y a à faire et qu'il y a des solutions. Donc je pense que cette question devra aussi la traiter. Alors, si la question vient vers moi, la question vient vers toi. Si la question vient vers moi, suis-je le meilleur pour répondre? Je n'en suis pas sûr. Je pense que j'ai un regard sur Dakar possible. Pourquoi? Parce que après Dakar, après la décennie Senghor, qui m'a propulsé dans le monde de l'architecture internationale, où j'ai pu développer une grande agence dans une trentaine de pays. Nous avons agi dans une trentaine de pays sur près de 300 missions différentes, avec une quinzaine de grands projets urbains. J'ai acquis l'expérience du grand territoire, et du grand territoire urbain et des projets en développement. Donc j'ai un regard sur Dakar qui est le regard de Docteurville. Moi, c'est l'image que j'ai dans la galaxie de l'urbanisme à l'international. Thierry, c'est Docteurville. Il arrive quand une ville est malade. Mais moi, je pense que toutes les villes sont malades. Pourquoi? Parce que ce sont des organismes, les villes. Ce sont des organismes vivants. Pourquoi? Parce que y a une humanité dans une ville. Dakar, c'est d'abord 3, 4, 5 millions d'habitants. C'est 3, 4, 5 millions de destins, de vies qui grouillent, qui vivent, qui élaborent leur quotidien et leur quotidienneté dans l'espace tel qu'ils réussissent à l'appréhender et le vivre. Il y a une notion qu'on n'a pas réussi à faire naître dans l'esprit des édiles sénégalais, des responsables de la ville, c'est ce que les Italiens appellent le génie du lieu, le genius loci. C'est ce phénomène unique qu'un lieu est unique et qu'à lui seul, il a une correspondance avec les humains qui l'habitent. Le génie du lieu, on le voit très très bien au plateau de Dakar parce qu'il y a 150 années d'histoire maintenant qui, en couches successives, se sont accumulées pour forger cet espace dans lequel les humains se glissent, vivent et s'intègrent, et qui est en perpétuelle évolution. Et cette évolution, il faut savoir la mesurer et parfois la limiter, parce que lorsque la pression urbaine devient trop forte, la ville ne vit plus. Quelle est la tragédie de Dakar? Parce que Dakar a un génie du lieu, cette capitale a été merveilleuse de beauté, de splendeur, mais elle a été tellement attirante que sa géographie, à la pointe extrême de l'Afrique, ce tout petit triangle du plateau et de la Médina, dans lequel se sont entassées toutes les attractions, toutes les fonctions publiques, tous les grands équipements qui attirent la population et pour la servir, crée des concentrations de flux, d'attractions de gens qui étouffent ce petit Cap-Vert dans son triangle étroit. Et cette pression fait qu'aujourd'hui, la ville s'étend à l'infini vers l'est, mais qu'elle s'est faite sans schéma directeur opérationnel à la vitesse de son expansion. Et donc aujourd'hui, il faudrait pouvoir prendre un regard neuf sur le schéma directeur de Dakar afin de déconcentrer la pression urbaine. Alors Niamniadio, l'aéroport, les projets de la Croze, les projets de Méré sont des tentatives très intelligentes, très puissantes de réussir à trouver une nouvelle polarité à Dakar, mais il faut des efforts intenses pour le faire. Et moi, j'ai cette vision de cela et je pense pouvoir l'analyser et rendre ses services. Mais il faut désenclaver le plateau de Dakar et ça ne se fera pas avec des bricolages. Bon, je ne vais pas te couper, mais je vais préciser une chose. Oui, Dakar, ville malade, oui, ok. Mais si vous me dites Dakar, ville malade, vous le situez sur la densité de la population, qui est passée de 500
000 habitants. Aujourd'hui, on se retrouve à 2,5 millions, à 3 millions d'habitants en périphérie. Et pour cela, je laisserai peut-être Aïda plus préciser ma question. Et comme ça, vous pouvez échanger, puis on va répondre à Aïda. Oui, oui, c'est par rapport effectivement à la densité de la population. Mais il l'a dit, c'est-à-dire que on s'est retrouvé avec tous les services sur le plateau. La population est obligée de venir vers Dakar pour avoir tous les éléments. Mais ce que je voudrais juste préciser, c'est que malade, oui, on le dit, Dakar est malade, mais il y a encore cette possibilité. Je l'ai dit en venant ici, on dit ça reste un laboratoire. Il y a encore une possibilité de peut-être pas de soigner, mais de répertorier. C'est ça l'idée du Bakou. Quand on dit le Bakou, on n'a plus les bâtiments structurants. Et ça, je le dis parce que c'est toi qui me l'as appris quand j'arrivais, on a échangé sur l'urbanisme. Donc, les bâtiments structurants qui sont des références commencent à disparaître. Donc, c'est le lieu de redéfinir ces bâtiments structurants et de trouver les lieux, comme on dit, comme disent les Italiens, parce que cela existe encore. Et je rejoins ce que Amadou Sall disait l'autre jour. Il dit, je rêverais qu'on dise Dakar est la vieille ville. On peut visiter la vieille ville. On peut y retrouver encore des éléments qui nous rappellent ce qui existait. Mais on peut toujours le faire. J'insiste là-dessus. La maladie, c'est effectivement que les gens viennent sur le plateau pour y chercher, pour faire pour l'administration, et qu'il y a bien un moment où il faudrait effectivement, je ne sais pas si on peut dire désengorger ou décentraliser, désenclaver, et à ce moment-là, on aura peut-être les idées un peu plus claires, mais moi je dis comme toi, il n'y a pas péril en la demeure, il y a simplement se dire qu'est-ce qu'on veut faire de Dakar Plateau, qu'est-ce qu'on veut y laisser, qu'est-ce qu'on veut, quelle figure on voudrait lui redonner. Alors la question, elle était déjà posée à l'époque de Senghor. Hein. Elle dominait les questions du Conseil de l'urbanisme, mais il y avait un Conseil de l'urbanisme, donc on pouvait débattre, on pouvait échanger sur ces sujets-là et essayer de voir le futur. Une des grandes qualités des grands urbanistes, c'est d'avoir la capacité de prévoir le futur. Il faut la difficulté de l'urbanisme, c'est d'anticiper sur ce que seront les sociétés de demain. Parce que le temps de faire la ville est lent, alors que le temps humain, lui, est court et pressé. Le père de la prospective, c'est Gaston Berger. Et Gaston Berger avait su explorer cette science que certains urbanistes sont capables de faire, et moi je le mets dans les 10 principes stratégiques pour faire la ville durable, qui est la méthodologie que nous avons mise en place avec mes équipes pour analyser les grandes maladies urbaines et les grands territoires urbains. Le premier de ces principes stratégiques, c'est de faire la prospective du futur. Pour faire une ville, il faut 30 ans. Et en 30 ans, il y a une génération qui se passe. Or, les Sénégalais de 2055, dans 30 ans, ne seront pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Et si on fait la ville avec les idées et les images de la société de 2005, on va livrer une ville qui aura 50 ans de retard. Et quand l'expansion urbaine et la démographie ont cette pression telle que nous la vivons ici, c'est ce qui se passe. Donc en permanence, nous mettons sur le marché de ces générations qui lèvent, une ville qui est obsolète. Il faut inverser cette réflexion pour, en prospective, imaginer, envisager, projeter vers le futur de ce que seront les Sénégalais qui naissent aujourd'hui, ce qu'ils seront dans 30 ans, afin de leur livrer une ville qui corresponde à leurs aspirations, à leur mode de vie, à leur façon de consommer. Au cours des 30 dernières années, il y a eu 3 révolutions. La révolution digitale, l'Organisation mondiale du commerce et la révolution climatique.
que vont être les révolutions des 30 prochaines années, c'est aux urbanistes, aux édiles et aux politiques d'avoir cette force mentale de le projeter. Et ainsi, nous pourrons mettre en œuvre une ville correspondante aux aspirations des générations qui lèvent, la ville heureuse. Maintenant, je reviens sur Amadou. Amadou, la dernière fois, je pense qu'on parle de la ville, mais Thierry attaque le côté structure, le côté faisabilité esthétique et autres. Comme vous êtes poète et que la dernière fois, vous avez vraiment attaqué les architectes, hein, vous avez carrément parlé de on a défiguré la ville. Ça, c'est, je vous le concède, vous avez totalement raison. Mais on parle de restructurer la ville de Dakar. Je vais donner un petit point sur lequel j'avais discuté avec des autorités en entame. C'était de laisser Dakar respirer. Ils ont carrément étouffé Dakar. Et c'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de Dakar en surcharge. Mais vous avez écouté avec colère. Hein, j'ai vu la dernière fois, vous étiez parti très fort. Mais là, est-ce que vous êtes un peu rassuré par rapport à ce que dit Thierry sur des réponses un peu comme ça posées par un architecte? Je vous donne la parole. En tant que poète. Je suis rassuré et même charmé par ce que a dit notre ami Thierry. Mais je ne suis pas rassuré non plus. Parce que je sais que la voix des architectes ne rencontre pas souvent la voix des politiques. Et ce sont les politiques, mais qui sont toujours les vainqueurs. C'est la vérité de nos sociétés. Avant que je ne l'oublie, je voudrais dire à Monsieur le Président de l'Ordre des architectes de penser à créer une biennale de l'architecture à Dakar. Il faut que Dakar ait une biennale de l'architecture pour que vous puissiez, une fois tous les 2 ans, faire le bilan de l'architecture sénégalaise, le bilan de l'architecture africaine. Bien sûr, cette biennale invitera le monde entier. Et nous aurons également, mais sous nos yeux, ce que les autres architectes du monde, sur tous les continents, viennent nous proposer et viennent nous apporter. Je voulais le dire avant de l'oublier, mais c'est un rêve que j'ai. Et depuis 5 ans, je me bats. J'en ai même parlé à Chérif Yatara, un architecte, pour qu'il voit comment, avec l'Ordre des architectes et le ministère de l'Urbanisme, créer cette biennale internationale d'architecture à Dakar. Dakar mérite cette biennale. Comme j'ai eu en 1990 à proposer au président Abdou Diouf de créer la biennale de l'art africain contemporain. C'est moi qui l'ai initiée et elle est devenue aujourd'hui ce qu'elle est devenue. Elle accueille même quelque part l'architecture. Je voudrais revenir à... Même pour aller dans cette lancée, vous connaissez Moussa Tine, actuellement, qui est le directeur chargé de la construction à Dakar, le directeur général. Il y a 5 ans, il me parlait de cette biennale de l'architecture. Aujourd'hui, il est au volant, il a les commandes. Je pense qu'il va être notre interlocuteur direct aussi, via le président de l'Ordre des architectes, pour cette biennale d'architecture. Mais avant la biennale, quelque chose de très important, c'est le sommet de l'architecture à Dakar. Et que ça, c'est une idée qui est venue un peu du président qui est en face de vous, qui voudrait, au mois de mai, nous offrir ce sommet-là. Et vous, vous êtes invité, vous êtes au cœur de le sommet. Moi, je vous laisse continuer. Monsieur le Président, de l'Ordre des architectes, vous êtes en train de faire un travail magnifique. Je voudrais revenir à quelque chose que notre ami Thierry Melo a dit tout à l'heure, en parlant de l'écriture et de l'architecture. Il a dit que l'écriture, c'est l'écriture. C'est un signal, c'est un signé, c'est une écriture. Et c'est un système de signes. Et moi, j'ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé de voir à notre pays, à notre ville, être différent de tout ce qui existe ailleurs de par le monde. Vous savez, mais dans l'écriture, mais dans la littérature, tout a été dit.
Depuis des siècles et des siècles, tous les thèmes ont été visités. Comment aujourd'hui, un jeune qui entre en littérature peut-il se faire un nom et une place dans la littérature mondiale? Par où doit-il passer? Je me suis posé cette question en rencontrant Senghor. Et je me suis dit, il faut beaucoup écouter. Il faut beaucoup écouter Senghor, mais ne jamais obéir. Parce que si vous obéissez, vous êtes mort. Je n'avais pas envie d'être un Senghor bis. Je n'avais pas envie d'être un MSSR bis. J'avais envie d'être moi-même, d'être Amadou Lamine Sall. Mais comment y parvenir? C'est la même chose pour l'architecture. J'ai rêvé de voir une ville de Dakar complètement différente mais de toutes les villes du monde. Et je me suis dit que si nos hommes politiques avaient suivi Senghor, nous aurions eu aujourd'hui un Dakar tellement différent de toutes les villes du monde. Quand on descend à l'aéroport et qu'on entre dans cette ville, on ne sourit pas, on ne rit pas, on ne pleure pas, on passe son chemin. Parce que rien ne nous émeut, rien ne nous étonne, rien ne nous fascine. Donc, vous les architectes, réinventez cette ville, réinventez cette capitale. Faites une sorte de chirurgie esthétique, même s'il le faut. Même s'il le faut, une sorte de chirurgie esthétique pour rendre cette ville autre que ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, sincèrement, ce dont j'ai toujours rêvé et qui me rend triste. Ouais, Amadou, on voudrait... oui, mais... Là où Amadou a raison, c'est que le tandem indispensable, le tandem magique, c'est le maire et l'architecte, le président et l'architecte. Il n'y a pas de grands architectes sans grands politiques. Il n'est pas possible que Michel-Ange ait existé s'il n'y avait eu Jules II. Il n'est pas possible que Philibert Delorme ait été l'architecte de génie qu'il a été sans François Ier. Et on trouve cela à peu près à tous les moments de l'histoire de l'architecture. Mais c'est à nous, architectes d'un pays, de susciter par le talent, par la passion, par l'énergie, la vocation du politique qu'il ait envie de venir vers nous, de dire « mais oui, tiens, ces garçons-là, ils ont quelque chose dans le ventre, on va les faire travailler, on va leur donner leur chance ». C'est cela que notre ami président de l'Ordre des architectes doit être capable de mettre en œuvre, mais très vite, très rapidement. Et moi, je l'y aiderai s'il le faut. Je vais en profiter aussi pour... je rebondis un peu là-dessus. Effectivement, tu as tout dit. Merci pour cette idée de biennale. C'est qu'il y a eu une coupure. C'est ce qui a fait que, par rapport à la réflexion, par rapport à nos liens avec les gens qui gouvernent, effectivement, il y a eu cette coupure. Mais je pense que maintenant, et ce qui a été... c'est l'idée de ces rencontres-là, c'est l'idée, effectivement, je laisserai le président le développer, c'est l'idée de ce sommet qui va nous permettre de revoir tout cela, de faire un état des lieux et de reprendre là où la réflexion de l'architecte et de tous les gens de l'art se sont arrêtés et continuer là-dessus. Je crois qu'il est important de le souligner. Le président de l'ordre, je vais peut-être parler un peu si tu me le permets, c'est cette, je l'ai dit, en architecture, on l'a évoqué la dernière fois, c'est cette convivialité, c'est cette écoute de l'autre. Et c'est ce que, je vais pas dire Mass parce que je l'appelle Mass, le président Massamba Lamsar Diop met à l'œuvre. Il écoute, il n'a pas besoin effectivement de se mettre au devant parce qu'il le dit pas souvent. Il travaillait encore à l'international, il voyageait, il allait partout, il sait exactement ce qui se passe ailleurs. Et aujourd'hui, en prenant la tête du conseil de l'Ordre des architectes, c'est nous permettre simplement de nouer déjà avec l'État, avec les autorités, et aussi de
permettre à cette jeunesse, s'ils veulent bien nous écouter, ces jeunes architectes, de pouvoir développer eux aussi. Voilà, je tenais à le souligner, et c'est vrai que c'est tellement rare de voir ça parmi nos chers confrères. Et je tenais à le souligner, à le relever, et il va parler un peu plus de ce sommet, mais l'idée de ce sommet international, parce que n'a jamais été, et ça rejoint effectivement ce que vous venez de dire avec la Biennale. Je tenais à souligner ça. Merci. Voilà. Comme a dit Aïdan, je pense que Lamsa, on te laissera pour 5 minutes à l'aise pour développer tout ce que tu veux. Après, on revient vers Thierry, après on finit avec Amadou, et puis on boucle. Lamsa, allez-y. Merci Monique. La discussion qu'on a, l'échange que j'ai vu entre Amadou Lamine Sall et Thierry Melo sur la ville, je pense que c'est une question qui nous interpelle tous. Parce que de la façon dont Dakar a été pensé et de la façon dont on a développé la ville, c'est là où il y a un problème. On pensait qu'en étalant la ville et en créant des tentacules par-ci, par-là, on pouvait régler le problème de Dakar. Or, ça n'a fait qu'augmenter les problèmes. Raison pour laquelle on est venu greffer là-dedans le transport de masse en disant qu'avec ça, on pourra régler ce problème. Et on s'est rendu compte que même avec le transport de masse, on ne pouvait pas apporter des solutions nouvelles parce que on est en train de densifier actuellement à outrance. Et malheureusement, en densifiant, nous mettons à part le parti architectural, nous mettons à part les questions d'urbanisation, nous mettons à part la question même de la sociologie urbaine, le mode d'habiter. On se retrouve dans des logements, dans des appartements qui ne sont pas adaptés pour les Sénégalais, mais quand même on essaie de vivre parce qu'on n'a pas là où aller. Quand on n'a pas devant le désert, je pense bien une petite hutte fera l'affaire. C'est ce qu'on se dit en fin de compte. Et c'est pourquoi on est en train de densifier à outrance. Mais on le fait très 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 mal. Le plateau est défiguré avec des immeubles de 20 étages. Moi, à l'école Kléber, qui se trouve à la rue Kléber, là où j'ai étudié, quand je vais à l'angle de la rue, je trouve là-bas un bâton qui s'élève sur 20 niveaux. C'est une agression terrible, terrible, je dis. Pas plus tard qu'hier, de Paris, une dame m'écrivait pour me dire, mais moi, je ne comprends pas. Derrière chez nous, nous sommes dans un cul-de-sac, ils nous ont planté un immeuble de 14 étages, et notre voisin la même chose. On se retrouve maintenant comme des nains qui sont en face de mastodontes, ou bien, je dois dire, du mont Kilimandjaro, on dirait qu'on est au bas du mont, ça pose problème. Moi, je ne vais pas te couper, mais je te pose une question directe. Qu'est-ce que tu proposes pour restructurer politiquement tout ça, en tant que président? La première chose, c'est qu'on arrête les dérogations sur le plateau. C'est la première chose à faire. Qu'on fasse plus de dérogations, ces immeubles de grande hauteur, qu'on les arrête et qu'on respecte les codes de l'urbanisme et de la construction. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Donc, respecter les règlements. La deuxième chose, c'est qu'au niveau des nouveaux quartiers, où par exemple, Femme Résidence, tel que ça a été conçu au préalable, qu'on laisse Femme Résidence tel qu'il était et que la corniche de grâce qu'on la respecte. La zone des Almadies, ce n'est pas un lieu où on doit se dire c'est un coin de riche où on doit planter des immeubles et autres, faire des appartements de luxe. Il y a un règlement, il faut le respecter. Maintenant, par rapport au projet que l'État a des 100 000 logements, il faut que ce soit un projet où les populations se retrouvent dans le cadre de ce cadre architectural. Mais ne pas venir inventer des logements pour le donner aux populations et quelques mois après, on se retrouve avec des cités complètement défigurées. Aïda en sait quelque chose. On fait ensemble une cité qui fait 3500 logements. Quand vous y allez, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a fini de construire, ce sont des transformations à n'en plus finir. Et malheureusement, cette question se pose pratiquement dans toutes les cités à Dakar. Mais pour ne pas te couper, je te donnerai un exemple parfait de ça.
savez, les mairies doivent jouer leur rôle. Parce que ça, on ne peut pas définir une charte graphique, définir des immeubles, et le lendemain, une fois que la population, on cède à la population, ils se permettent de jouer le rôle de l'architecte, ils se permettent de démolir, ils se permettent d'augmenter, parce qu'il n'y a pas de règle qui dit, avant de déplacer la fenêtre, demande une autorisation pour que tu puisses déplacer ta fenêtre. Ça, il faut que les mairies, à travers l'État, s'y mêlent, et l'urbanisme. Et ça, je pense que l'ordre des architectes a son mot à dire. L'ordre des architectes doit aider, pas son mot à dire directement à la population, mais aider l'État à pouvoir structurer tout ça. Donc, je pense que c'est notre rôle. Et puis, merci beaucoup pour ça. Tu me prends la perche d'un architecte un maire. L'architecte un maire. Voilà, il faut revenir sur ça. Maintenant, la question, il faut voir que le problème des mairies, c'est une question, je dois dire, structurelle et de moyens. Les mairies, il y a eu la décentralisation, mais on ne leur a pas donné les moyens nécessaires. Ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir gérer la question de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de la construction et autres. Ils sont obligés de se rabattre au niveau des ministères et malheureusement, là, ils perdent la main. Ce sont des gens qui signent tout simplement des autorisations de construire. Les agents envoyés au niveau des mairies, on a vu ce que ça donne, c'est pas ce qu'il faut pour une mairie. La dernière fois, je me promenais dans ma cité, quand j'ai vu l'état de la cité, où maintenant ce sont des gens qui sont venus s'installer de façon anarchique et tout, quand j'en ai parlé au maire, il me dit, ah bon, c'est ça qui se passe là-bas? Alors j'ai envoyé, il faut qu'il aille vérifier tout ça. Bon, et je pense bien que le rôle premier d'un maire, c'est au moins une fois par, je sais pas moi, 3 mois, se balader un peu dans sa zone, essayer de voir si ça marche, ça ne marche pas. Mais on est confronté à ces problèmes. Et les mairies aujourd'hui ont un problème de ressources humaines. Ils ont un problème de ressources humaines. Ils n'ont pas ce personnel technique qualifié qui leur permette de faire face. Merci. Ils ont un problème de budget aussi, je pense. Mais il faut qu'on passe la parole à notre confrère Thierry Melo, qui va parler de Mékhé, parce que j'étais séduit par rapport à ce qu'il avait fait. Hein. Il nous a proposé un projet qui avait un élan dynamique pour recréer une nouvelle ville. Et quand même, j'ai pas compris pourquoi ce projet n'a pas pris naissance. Et récemment aussi, j'avais vu un projet de telle sorte, c'est sur l'ancien aéroport de Yoff, où Macky avait proposé un centre d'affaires, qui était un projet bien réfléchi sur le plan urbain, qui s'est inséré, et ce projet aussi a échoué. Mais là, je reviens à Thierry, pour lui donner la parole, pour nous parler en 3-4 minutes après le Mékhé, pour que ça puisse être un exemple quand même pour ceux qui sont aujourd'hui dans ce pouvoir-là, qui font des Djubanti, et là ils peuvent en tirer des choses. Je vous donne la parole. Un projet qui a été initié dans les années 2007-2008, avec justement cette idée, cette compréhension forte que la solution de désenclavement de la surconcentration dans le plateau de Dakar pouvait se résoudre par la création d'un triangle urbain multipolaire avec un pôle Dakar, on ne refera pas Dakar, un pôle au sud, Diamniadio, Mboro, avec le déplacement du port, et un pôle administratif, la nouvelle capitale administrative du Sénégal, au nord de ce triangle, donc quelque part sur la côte, entre la Croze et Méré. Le choix qui a été fait par la PIX, par le président de l'époque, de tirer les choses jusqu'à Méré, était très audacieux, parce que c'était loin. Méré, c'est à 110-120 km de Dakar. On pouvait peut-être le tirer un peu plus vers le sud. En tout cas, le projet a été établi sur Méré. Et là, c'était un projet de ville idéale, une capitale idéale. On a pris tous les ingrédients, puisque on partait sur un site vierge, et dans un site qui est magnifique, qui était le site des Niayes, avec des reliefs, avec des dunes fossilisées. Je ne sais pas si vous le savez, mais au Sénégal, vous avez un trésor géologique que les Sénégalais ne connaissent pas. Ce sont les dunes fossilisées qui ont été créées par des millions d'années de vent alizé et qui sont aujourd'hui stabilisées et qui créent les Niayes, c'est-à-dire ces poches d'eau merveilleuses. Et on avait dessiné la ville dans les Niayes,
avec ce que j'appelle, moi, la ville poreuse, la ville qui respecte la nature. Et donc on avait le centre administratif, la cité ministérielle, mais avec une conurbation complète tout autour, où on résolvait tous les maux de Dakar, à condition, bien entendu, que cette ville puisse exister, avec un schéma directeur global, le triangle du Cap-Vert, et avec ce que j'appelle aussi dans les 10 principes stratégiques, la ville en boucle. C'est-à-dire la ville en boucle, elle est beaucoup plus intéressante en termes de transport collectif que la ville linéaire. Parce que la ville linéaire, elle est très riche au centre, tout le monde veut être au milieu de la ligne, et puis plus on est pauvre, plus on est déshérité, plus on est vers les bouts de la ligne. Donc ça ne marche pas. Tandis que la ville en boucle, tout le monde est à un demi-diamètre de tout le monde. Et sur la ville en boucle, et si on croise les boucles entre elles, à la conurbation des boucles, à la rencontre des boucles, on fait des pôles de centralité sur lesquels on met les grands équipements, les hôpitaux, les grands bureaux, les théâtres, les stades, les supermarchés. Et la ville idéale, c'est une ville où chaque citoyen est à une demi-heure des grands services urbains. À ce moment-là, ça fonctionne. C'est le temps qui fonctionne. Et si on mesure Dakar, si on faisait les chronogrammes de Dakar, on verrait la catastrophe extraordinaire quand il faut 1h15 pour faire 1 kilomètre en voiture, alors qu'on le fait en 10 minutes à pied. Eh bien non, on reste dans sa voiture pendant 1h15 dans les bouchons. C'est dramatique. Donc il faut changer cette ville, il faut changer ses pratiques urbaines, il faut un effort colossal de transport urbain, il faut désenclaver le plateau de Dakar, parce qu'aujourd'hui, tel qu'il est, il ne fonctionne plus, et il faut le sanctuariser. Alors, c'était déjà une réalité à l'époque de Senghor. Les présidentes, en général, ce sont les amoureuses du plateau. Toutes les présidentes de la République au Sénégal ont été Madame Plateau. Mais on ne les écoute pas. Et parce qu'il faut une force politique importante pour sanctuariser le plateau, dire ce qu'il faut garder, dire ce qu'il faut permettre, et le faire circuler et fonctionner. C'est un métier, il y a des gens qui savent le faire. Il faut que le Sénégal, avec ses propres moyens, appelle les forces extérieures pour qu'ensemble, on fasse fonctionner la ville, on fasse fonctionner l'urbanité. Si on veut construire une usine de Boeing 747, ou si on veut faire l'Airbus africain, un jour on le fera, mais on le fera comme l'ont fait les Chinois, en s'associant avec Airbus. Il faut s'associer. Nous sommes dans une société métissée, ici au Sénégal, et l'Afrique est métissée. Elle hérite de l'islam, elle hérite de la modernité, elle hérite de ses propres traditions et de ses propres cultures. Métissons-nous. Ce que tu veut dire, il faut unifier l'architecture. Pour moi, l'architecture, c'est universel. L'architecture, c'est pas je suis sénégalais, je suis français. Mas, il peut faire un projet ici à Dakar, mais le même projet avec Mas, réadapté quelque part à New York. C'est un peu ça. C'est-à-dire, se réunir les forces essentielles là où c'est. Et pourquoi je dis l'architecture, c'est un métier de vieux? La dernière fois, Thierry en discutait, il me dit choisir les jeunes qui ont un talent potentiel et essayer de les repérer, travailler. Je dis comment on fait? Il dit d'abord les tester, voir les références, pouvoir en discuter et les prendre et les former pour qu'ils deviennent des architectes qui vont prendre la relève. Moi, je suis totalement d'accord avec lui parce qu'on ne peut pas sortir de l'école de l'architecture et dire que on a la commande d'un hôpital Dantec, ou on a la commande de faire une centrale nucléaire, ou bien on a la commande de faire la cimenterie du Sahel. Ce sont les choses qui s'apprennent au fur et à mesure que vous pratiquez ce métier, parce que c'est un métier d'expérience. Et il vient de nous le dire, il vient de nous le prouver, 60 ans après, ou 50 ans après, il revient, il nous montre qu'il y a un savoir-faire qu'il faut partager. Et le savoir-faire, c'est international. Si vous, Amadou, vous avez votre poésie qui est limitée au Sénégal, je pense qu'il y a un moment où vous serez découragé. Mais si vous allez en Mongolie, quelqu'un dit « Amadou, j'ai lu votre truc, je connais ». Mais là, vous avez gagné le pari. Je reviendrai tout à l'heure pour vous laisser un peu sur le mémorial, oui, et puis sur le mémorial, et après on donne. Merci. Vous me demandez de vous parler donc du projet du mémorial de Gorée. Il y a 31 ans, aujourd'hui, que j'ai pilote ce dossier. Le président François Hollande avait invité le président Macky Sall à aller aux Caraïbes pour inaugurer
le Memorial Act. Et nous y avons été. Et c'est là où le président Sall a pris toute la dimension et toute la mesure du projet du Mémorial de Gorée. Il y a un triangle, mais qu'il faut fermer. Les Caraïbes ont leur mémorial. New York a son mémorial d'esclavage. Il reste à fermer le triangle par l'Afrique, par Dakar, par Gorée. Et c'est ce triangle-là qu'il faut fermer. C'est une sorte de laboratoire des droits de l'homme. Juste pour que plus jamais ça. Mais c'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas d'oublier. Il ne faut jamais oublier. Mais il faut pardonner. Mais la mémoire est importante chez nous. Elle est importante d'ailleurs partout dans le monde. C'est un projet fantastique qui est à la fois un projet culturel, touristique, économique et de mémoire. Il sera construit sur la corniche, face à la mer et face aux Amériques. Le concours architectural qui a été fait avec l'État du Sénégal, l'UNESCO et l'Union des architectes à Paris a permis à un Italien de remporter ce prix. Regardez la vidéo que je vous ai remise et vous verrez, et vous allez admirer cette merveille qui a été conçue par un architecte. J'ai dit un architecte, mais tout court. Vous savez, j'ai dit un jour au président Abdoulaye Wade, avec lequel on discutait sur le projet du mémorial, il me disait, mais je n'aime pas cette maquette, il faut la changer. Et je lui ai dit que ce n'est pas possible de la changer. Elle est partie d'un concours international, et on ne va pas vous laisser quand même, on ne va pas vous laisser faire la maquette, comme vous avez eu le faire avec le monument de la Renaissance africaine. Il m'a dit non, je ne comprends pas qu'un Italien le fasse. Alors je lui ai dit, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président de la République, vous avez qui dans votre lit? Cher Anta Diop a qui dans son lit? Senghor a qui dans son lit? La coupe d'Afrique des Nations de football a été ciselée par un Italien. Monsieur le Président, vous êtes le toit de la maison comme président de la République, mais il y a des limites. Alors, mais ce projet, il faut le réaliser. Il faut le réaliser. Au moment où je vous parle, il est réalisé. Il est déjà réalisé dans mon cœur. Je l'ai déjà inauguré dans mon cœur. Il ne reste plus qu'à le construire. Parce que tout le travail a été déjà fait et je vais en parler dans quelques jours avec les autorités sénégalaises. Amadou, 2 minutes. Vous avez dit une chose très importante qui nous interpelle, nous les architectes. Vous avez parlé du triangle. Mais est-ce que c'est par hasard que ce projet a été fait en forme de triangle? Le triangle est là. Donc il faut compléter le triangle. Aïda, c'est à vous. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on est au-delà des querelles d'esclavage, de colonisation. On est aujourd'hui, il l'a dit, c'est un concours qui a été fait et un architecte a gagné. Vous savez ce qui est intéressant dans cela? Les Italiens n'ont pas colonisé grand monde. L'Éthiopie, oui, la Libye, Somalie. la Somalie, et quand donc, j'admire cette réflexion qui permet d'être en dehors de toutes ces histoires de colonisation et d'esclavage et de créer un espace. Il n'y aura pas des boutiques, je ne suis pas d'accord, ni des boutiques de quoi que ce soit. C'est des espaces.
on n'a qu'à voir, et les Sénégalais ont besoin de cela. Je pense qu'Amadou Lamine Sall a dit l'essentiel. Ce que je voudrais juste dire par rapport au mémorial, le triangle dont l'une des parties est l'Afrique, au Sénégal, c'est pas une guerre, c'est de l'architecture, et c'est je dirais même une convivialité. Il y a l'élément du mémorial qui est là, mais l'élément du mémorial, c'est tout l'aménagement de cet espace. Et aujourd'hui, l'emplacement du mémorial est une suite d'aménagements. Ça fait partie effectivement de l'aménagement de Dakar Plateau. Et c'est ça qu'il faut voir, ce concours international qui a permis d'avoir un aménagement et qui permet de savoir qu'est-ce que nous allons faire plus tard de notre corniche. Et c'est ça que je voulais souligner. C'est le côté architectural ce n'est pas une guerre, c'est une manière conviviale de créer un espace qui est certes un mémorial, mais qui permet à tous les Sénégalais d'en profiter et de savoir de quoi on parle. Voilà, je voulais souligner cela. Je voulais juste dire que il y a d'abord cette réussite architecturale, presque avant-gardiste, qui est d'une beauté extraordinaire et qui va donner une autre dimension à la ville de Dakar. Dakar ne sera plus Dakar avec le mémorial de Gorée sur la corniche. Dakar ne sera plus Dakar. Quelque chose aura changé, quelque chose aura bougé. Ensuite, il y a 250 millions d'afro-descendants à travers le monde qui ont décidé de venir visiter ce mémorial de Gorée. Mais je m'en arrête là. Il y a le nouvel embarcadère de Gorée sur la corniche. Vous n'irez plus au port de Dakar pour aller à Gorée. Vous viendrez prendre la chaloupe sur la corniche. 2 chaloupes, dont l'une va desservir Gorée et l'autre va desservir l'île des Madeleines, qui n'est pas visitée par les Sénégalais, ou par très peu de Sénégalais. Il y a donc un espace qui va redonner une autre dimension à notre capitale et à notre pays. Ouais, merci Lamine. Massamba, tu dis 2 mots, vas-y, prends ton micro, et après on ferme. Je pense bien qu'au niveau surtout du Sénégal, qu'on conçoive le mémorial comme étant le paillasson où on va venir essuyer tout ce chagrin qu'on a à travers l'histoire et autres. Il faut qu'on dépasse tout cela. Qu'on se ramène à des idées où on se dit qu'écoute, ça appartient à l'histoire, donc c'est une manière de rappeler l'histoire, le passage de tout ça, et qu'on fasse preuve d'introspection pour pouvoir avancer. C'est le plus important. Merci. Alors, ce que je peux dire, moi, après avoir écouté tout ce que vous avez exprimé, c'est que on est tous d'accord sur le fait que l'architecture est un langage, et que c'est un langage qui appartient à tous, comme la poésie, comme ta poésie, Amadou Lamine Sall. Et l'architecture, c'est un langage qui est fait des matériaux. Les mots de l'architecture sont les matériaux, ces rythmes sont les trames, et les dessins, et les proportions. Et donc c'est un langage universel. Et il est à la fois universel et local. Et je voudrais le démontrer en lisant quelques très très belles phrases d'Amadou Lamine Sall qui m'ont inspiré pour montrer que l'architecture et la poésie sont ce langage. Binta Diallo n'était pas belle, elle était la beauté même. Une peule pure sans bleu, encore à l'état sauvage. Née dans le lointain hameau de Mpal, elle y vivait entre troupeaux, pâturages et ventes de lait. Chaque matin, à l'aube, elle partait avec sa calebasse de lait frais sur la tête pour de longs kilomètres à pied, vers Saint-Louis. Un jour, elle décida de fuguer. Binta était indescriptible, de teint très clair et ensoleillé. Elle avait les lèvres tatouées d'un bleu indigo, des yeux fauves de Touareg, une bouche pulpeuse et bleutée,
des cheveux de soie noire tombant sur un cou frémissant, un corps de roseau, des mains orangées au henné. Binta était la beauté même, elle était presque irréelle. Voilà ce qui nous unit, mon cher Amadou. C'est la maman d'Amadou Lamine Sall. Lamine Sall. Et je veux conclure par le fait qu'aujourd'hui, nous avons presque gagné la bataille. Pourquoi? Parce que le thème Bakou commence à prendre son effet. Vous allez voir aujourd'hui un article dans Le Soleil, le quotidien national, qui parle du Bakou. Et le Bakou, c'est un mouvement que nous, les architectes, à travers l'ordre et son président, nous avons impulsé pour le mettre en place. Vous avez presque une demi-page aujourd'hui dans le journal Le Quotidien qui vous parlera du Bakou. Et on vous remercie, Amadou. Je pense que tu vas fréquenter notre émission Architecture pour tous, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre de toi. Et Thierry, c'est pas parce que tu pars demain qu'on te verra plus. Dans 2 mois, je pense que tu reviendras. Et j'espère que Dieu nous donnera longue vie à tous, une très bonne santé, pour qu'on puisse se rencontrer tout le temps. Mais il faut magnifier le temps, parce que le temps aussi, c'est ça. Le temps est un grand tapis qui roule. Le temps se change. Et nous sommes sur ce tapis. Même si on n'est plus là demain, la mémoire est là, on conserve la mémoire parce qu'on est des humains. Mais je vous remercie tous et je vous remercie. À très bientôt.